Bonjour à tous et à toutes. Finalement, cette semaine, nous allons parler de sexualité, de droits sexuels et des directives de l'OMS en la matière. J'ai abordé la question de l'éducation sexuelle dans une vidéo qui s'appelait « La foufoune sexuelle », commentaire du livre de Julia Petri. Là, ça va être un petit peu différent et nous allons tenter d'analyser les dernières directives de l'OMS parues le 8 mars concernant les standards en matière de législation sur les questions de sexualité. Vous avez sans doute entendu parler de cette information selon laquelle l'ONU a publié à l'occasion de la Journée de la femme du 8 mars un rapport qui vise à donner des conseils juridiques sur les questions liées à ce qu'il nomme les droits humains, visant à dépénaliser les comportements liés au sexe, à la reproduction, au genre, c'est-à-dire au changement de sexe, au VIH, à la consommation de drogue, à l'itinérance et à la pauvreté. Il s'agit de directives qui doivent s'imposer à tous, sur la terre entière, quelle que soit la culture et la conception de l'être humain de chaque peuple. L'OMS est la branche santé du nouvel ordre mondial. Elle est aux mains d'un petit groupe d'idéologues qui veulent imposer leur agenda au reste du monde. Dans cette affaire, ce qui a choqué le public, c'est que cette déclaration récuse l'idée qu'il pourrait y avoir une valeur légale à un âge limite pour les relations sexuelles et en particulier pour le consentement. Elle dit de façon très explicite que si l'âge légal du consentement est dans le droit, il n'est pas dans les faits et que la personne peut tout à fait consentir, quel que soit son âge, que c'est à elle d'en décider. Je cite. En outre, les comportements sexuels impliquant des personnes n'ayant pas atteint l'âge minimum de consentement au sexe prescrit au niveau national peut être consensuel en fait, sinon en droit. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que la loi dit qu'il n'y a pas de consentement pour les mineurs que ce consentement n'existe pas de fait. Ils poursuivent. Dans ce contexte, l'application du droit pénal devrait refléter les droits et la capacité des personnes de moins de 18 ans de prendre des décisions concernant un comportement sexuel consensuel et leur droit d'être entendus dans les affaires qui les concernent. Donc ce qui veut dire que c'est de la responsabilité des personnes mineures de savoir si elles sont consentantes ou non à des relations sexuelles et que la législation, le droit pénal, eh bien, doit en tenir compte. C'est-à-dire qu'on présume aux enfants la possibilité d'être consentants et le droit pénal ne doit pas pénaliser une relation sexuelle avec une personne consentante, quel que soit son âge. On est bien donc dans la dépénalisation de la pédophilie. Je poursuis. Compte tenu de l'évolution de leur capacité et autonomie progressive, les personnes de moins de 18 ans devraient participer aux décisions qui les concernent en tenant dûment compte de leur âge, de leur maturité, de leur intérêt supérieur et en accordant une attention particulière aux garanties de non-discrimination. Donc voilà, les enfants sont considérés comme pouvant disposer d'eux-mêmes et de leur choix. Ce n'est donc plus à leurs responsables, leurs parents donc, et aussi le corps social, de les protéger. Le fondement de toute législation doit être les droits de l'homme en tant qu'individu et qui s'oppose au groupe, à la communauté, à la nation auquel il appartient. Ici, l'on peut constater déjà que dans ses principes, l'ONU s'assoit sur ses propres règles qui, quoique fictives, prescrivent que les peuples sont libres de disposer d'eux-mêmes en édictant les règles qu'ils doivent eux-mêmes appliquer. Tout cela, bien sûr, au nom des droits de l'homme et de l'intérêt supérieur de l'individu. Alors ces standards préjugent que l'être humain aurait droit à la santé sexuelle. En voici une définition. Une bonne santé sexuelle et reproductive est un état de bien-être total sur le plan physique, mental et social relativement à tous les aspects du système reproductif.
Dans cet état, les personnes sont en mesure de profiter d'une vie sexuelle satisfaisante et sûre et ont la capacité de procréer et de décider si elles désirent le faire ou non, ainsi que quand et comment. Voilà une belle définition qui n'y souscrirait pas. Le principe est simple, la sexualité doit être libre et éclairée. La culpabilité, l'interdit ne sont que des produits de la répression sociale qu'il faut limiter le plus largement. C'est en raison des pressions exercées par le corps social que l'homme, que l'être humain ne peut jouir pleinement de sa santé sexuelle. Soudain. Donc comme toujours avec les droits de l'homme, eh bien, on s'appuie sur des principes alléchants qui ne voudraient pas du bonheur, qui ne voudraient pas de la liberté, qui ne voudraient pas d'une vie saine et pacifiée. Il faut quand même se rappeler que l'OMS, qui produit ces standards visant à notre plus grand bien, a été au cœur de la pire expérience de maltraitance que l'humanité a eu à subir à travers la pandémie du Covid. Et pas qu'un peu. Donc méfions-nous des gens qui prétendent vouloir notre bien, il se pourrait qu'ils aient des intentions cachées. Des intentions qu'on commence à découvrir quand ils prétendent que les réglementations qui touchent la sexualité des mineurs posent des interdits qui, s'ils sont légaux, n'en sont pas moins contraires aux droits humains de ces personnes. L'idée de la santé sexuelle, en fait, n'est qu'un prétexte, un prétexte donc à la dépénalisation de la sexualité, un prétexte à l'éducation de la sexualité et un prétexte à amener les mineurs à la sexualité. Je vous mets un petit extrait d'Ariane Billeron pour ce qu'elle dit de l'éducation sexuelle. Je pense qu'elle parle très clairement. Écoutons-la. C'est-à-dire que cette éducation sexuelle, dont le terme est dû à Kinsey, parce que tout simplement c'est un terme paradoxal, nous ne pouvons pas éduquer ni initier les enfants à la sexualité, c'est transgresseur, point, et traumatique pour eux, point final, il n'y a pas de sexualité de l'enfant. C'est aussi validé par la psychologie du développement depuis très longtemps, donc à partir du moment où on se prétend adulte, initiateur, informateur, éducateur sexuel de l'enfant, on n'est ni plus ni moins qu'en train de créer une transgression psychique, un traumatisme pour l'enfant. Voilà, ça il faut quand même replacer le contexte. Mais avant de revenir là-dessus, je voudrais rappeler quelques fondamentaux que j'ai déjà évoqués dans mes précédentes vidéos sur ces questions et qui font que les présupposés de l'OMS ne tiennent pas compte de la réalité humaine, à savoir que la sexualité est pulsionnelle et qu'en conséquence, c'est l'interdit qui socialise, c'est-à-dire qui la rend possible en société, qui socialise la sexualité. Qu'est-ce que ça veut dire une sexualité pulsionnelle ? Ça veut dire que c'est d'abord une demande du corps, c'est-à-dire de la matière animée, du principe vital, que cette demande du corps repose sur la nécessaire survie, et qu'en cela, elle est impérative, de la même façon que l'alimentation. L'alimentation permet la survie de l'individu, la sexualité permet la survie de l'espèce. Ces deux niveaux de survie sont absolument nécessaires à l'être vivant, sans quoi il disparaît, fatalement. Aussi, la pulsion est dévorante par nature, c'est-à-dire qu'elle réalise ses objectifs au détriment de l'autre. L'alimentation en le dévorant, la sexualité en abusant. L'homme masculin est habité par le désir de copuler, c'est-à-dire de féconder. L'homme féminin, la femme, est habité par le désir de séduction, c'est-à-dire le désir d'être fécondé. L'interdit, fondé sur le tabou de l'inceste, c'est-à-dire le rejet de la mère comme objet sexuel, est ce qui permet de réguler la sexualité humaine et d'organiser un cadre social permettant la réalisation de la famille stable
qui seul permet les conditions nécessaires à la reproduction humaine, qui n'est pas seulement biologique, puisqu'elle possède une dimension culturelle. La reproduction, elle se fait au moyen de l'éducation, mais pas une éducation à la sexualité, mais bien au contraire, une éducation à la maîtrise de la sexualité. Nous ne devons pas être étonnés de cette parole biblique à propos de Sodome et Gomorrhe. Ils étaient devenus méchants. À savoir qu'une sexualité non maîtrisée, non cadrée par l'interdit, par le respect de la loi, conduit à la méchanceté. Le corollaire de la perversion, c'est le sadisme. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que des gens comme la Tronchambier, Fantine, qui ont défendu les mesures maltraitantes des instances sanitaires, sont à la fois des personnes qui nient l'existence de Dieu, qui se sont fait de la science une religion, et qui défendent, parfois sans tout à fait s'en rendre compte, une sexualité pédophile. Fantine veut apprendre le plaisir anal aux enfants de 10 ans et un Sermendax prend sa défense. Il y a là un combo, un noyau de façon d'être qu'il faut voir comme un symptôme fondé sur la perversion, en réalité fondé sur un trouble de l'identité qui conduit ces personnes dans l'athéisme, dans le scientisme et qui les amène à participer comme un seul homme à la maltraitance institutionnalisée. On peut même penser qu'il se crée dans ce genre de circonstances ce qu'on pourrait appeler un noyau pervers et qui fait que ce type d'individu s'encourage réciproquement dans ses pratiques maltraitantes. La pandémie du Covid, en tant qu'expérience de maltraitance institutionnalisée, a probablement beaucoup à voir avec le fait que nous incitons les populations à se laisser aller dans leur penchant pulsionnel, qui, par nature, agit au détriment de l'autre. Alors, revenons-en à ces principes de l'OMS. En réalité, il s'agit d'étendre à la Terre entière des principes élaborés en France dans les années 60 sous le nom de libération sexuelle et reprise aux États-Unis dans les années 80 sous le vocable de French Theory. La libération sexuelle se définit comme la conquête des possibilités de vie sexuelle non reproductive et de la satisfaction qui est supposée y être associée à un niveau psychologique comme dépassement des processus psychologiques qui s'opposent à ces possibilités. La répression sexuelle réside dans l'ensemble des dispositifs sociaux, médico-légaux, idéologiques, esthétiques qui contribuent à l'affaiblissement ou à l'absence de vie sexuelle non reproductive. La révolution sexuelle décrit la politisation de la lutte contre les dispositifs de la répression sexuelle et s'inscrit dans un projet de transformation de la société qui peut prendre des formes réformistes ou radicales. C'est bien à cela qu'on assiste, c'est-à-dire des idéologues qui ont pris le contrôle de structures de décision et qui imposent leur idéologie à l'ensemble de la planète, avec un objectif de déconstruire les formes de répression sociale de la sexualité. Alors que, évidemment, l'interdit, le tabou, c'est quelque chose d'intérieur, qui est dans notre intérieur de construction psychique et que nous extériorisons sur le corps social, c'est-à-dire c'est l'individu qui fabrique le corps social et les systèmes de répression de la sexualité. Mais à l'inverse, eux, ils pensent que c'est la société qui fabrique l'individu et qu'il faut réformer la société pour permettre à l'individu de se libérer de sa sexualité. Ils agissent en fait à l'inverse de la réalité. Alors on a eu quelques personnages comme Derrida et Deleuze, mais surtout un des personnages symptomatiques de cette révolution, c'est le philosophe français Michel Foucault, qui publia une histoire de la sexualité en 4 volumes, une longue logorée imbitable dont je me demande si une seule personne ne l'a jamais lu, tant c'est illisible. Passons.
Pour ces gens, l'enfant est un sujet de désir et en tant que tel, il pourra librement consentir à des relations sexuelles avec des adultes. Il écrit, ce monsieur Foucault, je cite, « On les croit non susceptibles de sexualité et on ne les croit pas susceptibles d'en parler. » C'est ce qui veut dire qu'ils ont une sexualité et qu'ils peuvent en parler. Mais on a appris récemment que ce grand philosophe, le sommet de l'intelligentsia française des années 60, eh bien, il pourrait être un pédocriminel. C'est ce qu'a révélé le Sunday Times à la suite d'une rencontre avec l'essayiste franco-américain Guy Sorman. L'histoire remonte aux années 65-69, durant lesquelles Michel Foucault vivait à Sidi Bou Saïb, en Tunisie. Foucault enseignait à l'université de Tunis durant cette période. Alors il raconte, il y avait des enfants de 8, 9 et 10 ans qui lui couraient après. Foucault leur jetait de l'argent en leur disant « Rendez-vous à 22h à l'endroit habituel », confie Sorman au Sunday Times. L'endroit en question était le cimetière du village. Ils avaient des rapports sexuels ici, sur les tombes, avec de jeunes garçons. La question de leur consentement n'était pas même soulevée. Ils n'auraient jamais osé faire ça en France. Il y a une dimension colonialiste là-dedans, un impérialisme blanc, poursuit Sorman, qui dit regretter de ne pas avoir dénoncé à l'époque les agissements de Foucault, qu'il juge ignobles et moralement hideux. Alors évidemment, quand l'affaire est sortie, bien nos médias nationaux minimisent le fait en disant comme à l'habitude il n'y a pas de preuves, on ne sait rien, etc. C'est pas un fait avéré. Pourtant, il n'y a quand même pas trop à douter puisqu'il a défendu des thèses pédophiles et s'il a défendu des thèses pédophiles, c'est bien évidemment parce que c'était un pédophile. À titre d'exemple, voici ce qu'il déclara. Peut-être l'enfant, avec sa sexualité propre, a pu désirer cet adulte. Peut-être même a-t-il consenti. Peut-être même a-t-il fait les premiers pas. On admettra que c'est lui qui a séduit l'adulte. Mais l'autorité, par son pouvoir psychologique, va dire savoir parfaitement ce que même l'enfant séducteur risque et dira qu'il va, dans tous les cas, subir un certain dommage et un traumatisme du fait qu'il aura eu affaire à un adulte. En fait, il met en cause l'autorité oppressive faite des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes qui décident arbitrairement que l'enfant n'est pas un sujet à la sexualité. L'idée est qu'il faut libérer la sexualité des oppresseurs pour en venir à une sexualité libre et sans tabou. Eh bien, on voit comment ça finit, à violer des gosses dans un cimetière. Ces textes de l'OMS, qui sont plus que des textes, mais de véritables directives adressées aux législateurs pour qu'ils orientent les politiques pénales de leur pays respectifs, en tout point de la planète, reposent sur les mêmes présupposés développés par de soi-disant intellectuels, mais en réalité de vrais pervers sexuels et dont il semble que leur projet de subversion se réalise. Par exemple, on peut lire en matière de prostitution. L'échange des services sexuels entre adultes consentants contre de l'argent, des biens ou des services et la communication avec une autre personne au sujet d'une offre ou du partage de locaux avec une autre personne dans le but d'échanger des services sexuels entre adultes consentants contre de l'argent, des biens ou les services, qu'ils soient dans un lieu public ou privé, ne peuvent être criminalisés en l'absence de coercition, de force, d'abus de pouvoir ou de fraude. Comme si l'argent, qui est l'agent du consentement, n'était pas un outil de pouvoir et par le fait un moyen de l'abus de pouvoir. L'échange est ici considéré comme le simple échange d'une marchandise qui se substitue au troc pour favoriser l'échange. La sexualité y est réduite à un échange d'objets, mais en oubliant complètement le caractère dominé-dominant.
Il s'agit clairement dans ces directives de mettre en application ce programme de subversion élaboré dans les années 60 et qui veut qu'il est interdit d'interdire. Un programme imposé à la terre entière. Ce qui est dit ici pour la prostitution concerne aussi la consommation de drogue, y compris pendant la grossesse, les comportements à risque, par exemple pour les malades du sida, mais également tout ce qui touche à la question de l'identité sexuelle et de la transition de genre, qui ne peut en aucun cas être réprimée. En réalité, la jouissance individuelle est un critère essentiel qui définit les droits de l'homme, dans une conception strictement individuelle. Le point de vue que nous défendons, qui est le point de vue traditionnel des religions, est que libérer la sexualité conduit à en devenir esclave, et qu'il faut au contraire se libérer de la sexualité, c'est-à-dire en limiter les contraintes par la maîtrise des pulsions, par l'expression de l'interdit qui nous constitue comme être social. On nous parle de droits sexuels, d'activités sexuelles consensuelles. Ça correspond à la formule que tout le monde connaît. Il n'y a pas de mal entre adultes consentants. C'est-à-dire, nous voulons que chacun fasse ce qu'il veut avec chacun. Pourtant, la réalité des sociétés humaines est toute différente. Il y a toujours un tiers dans une relation sexuelle, même entre adultes consentants. Par exemple, un des deux pourra être marié, et cette période mariée, lorsqu'elle s'engage dans une relation sexuelle hors mariage, met en péril son couple, puisque malgré ce qu'ils disent, nous ne supportons pas d'être trompés. L'adultère reste encore aujourd'hui la principale source de divorce. Si le couple se brise, il y aura probablement des enfants qui deviendront des enfants du divorce, avec tout ce que cela comporte de négatif. Alors on pourra bien sûr dire que c'est à chacun de faire ses choix, le choix de tromper son conjoint, le choix de fragiliser son couple, sa famille, avec le risque qu'il y a pour ses enfants. Mais il est bien évident que si nous ne plaçons pas ces questions sur une échelle de valeurs, flattant ce qui est bien, dénigrant ce qui est mal, eh bien, nous aurons, par la force des choses, la prolifération, au moins l'augmentation des comportements néfastes. Et c'est ce qu'on observe. Or, il faut bien avoir conscience que l'activité la plus importante de l'être humain, c'est de construire la société de demain en ayant des enfants et en les éduquant. Il n'y a pas d'activité au-dessus de celle-là, aussi importante que celle-là, et chaque fois que nous maltraitons nos enfants, nous favorisons une société future maltraitante. Et l'adultère, clairement, est une forme de maltraitance des enfants, puisqu'à coup sûr, il conduit au divorce. Il faut bien comprendre cette notion de consentement, c'est un des arguments majeurs de ces recommandations. Le consensuel, le consentement. Ce qui distingue le licite et l'illicite, eh bien, pour eux, c'est le consentement, un consentement même qu'on peut accorder aux enfants. C'est aux enfants, ce serait aux enfants de même de se protéger de la sexualité. Eh bien, il faut toujours se rappeler que le consentement, la notion de consentement, c'est du langage d'abuseur, en particulier lorsqu'il s'agit de mineurs, mais pas que. On l'a vu par exemple avec la vaccination, où ils n'ont eu de cesse d'obtenir le consentement des populations, des individus à se faire vacciner au moyen de toute une gamme de pressions. Propagande, délire collectif, obligations déguisées, tout a été fait pour que les gens choisissent de leur plein gré, sans qu'ils aient vraiment le choix. Cette vaccination fut en réalité un viol de l'humanité entière, opéré sous les auspices du consentement. Ils veulent faire croire que le consentement relève du libre choix, alors qu'il est acquiescement face à la puissance de l'oppresseur. En réalité, cette volonté de faire avancer les législations dans le sens des droits de l'homme
en réduisant les lois qui les limitent, non pas pour seul but de promouvoir la pédophilie ou la sexualité. Nous savons, vous le savez si vous avez eu un minimum d'éducation dans une religion monothéiste, juif, chrétien ou musulman, que c'est la loi qui nous structure. Pour paraphraser la Bible, si vous respectez mes lois, vous aurez le pays où coule le lait et le miel. Si vous refusez mes lois, vous aurez les cailloux, les chardons, les vipères et les hyènes. En voulant détruire les lois qui nous structurent, les mondialistes veulent nous abattardir, nous transformer en esclaves, incapables de réfléchir, incapables de nous défendre. Si la loi nous structure, c'est que l'interdit nous permet de penser le bien et le mal, nous permet de discriminer, c'est-à-dire de juger le monde sur une échelle de valeurs, nous permet d'accéder à la culture. En libérant la sexualité dès le plus jeune âge, nos élites empêchent nos enfants d'accéder à cette culture née de l'intégration de l'interdit. Ils veulent faire de nous des esclaves incultes, incapables de penser, mus par la pulsion, tenus dans la régression infantile et la dépendance à la mère, c'est-à-dire dépendance à l'état nourricier. Ils ignorent qu'en faisant cela, ils fabriquent un monstre, dont le modèle est Samson, et qui va signer leur destruction. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience, et je vous dis à bientôt.